que leur part, que leur quota de production, donc le nombre de barils qu'ils peuvent pomper, serait défini en proportion de leurs réserves. Plus un pays avait de grosses réserves, plus il avait le droit de pomper de nombreux barils chaque année. Donc évidemment, puisque pour ces pays-là, c'était leur moyen de vie, quoi, de gain d'argent, ils ont tous augmenté en 84-85 leurs réserves, sans découverte significative majeure. Donc on est passé d'une moyenne mondiale de 800 milliards à une moyenne mondiale de 1200 milliards en quelques années. Voilà, donc c'est juste une stratégie des pays de l'OPEP pour accroître leur droit à produire du pétrole tous les ans. Donc de toute façon, si on enlève les réserves dites politiques, déjà on n'a plus que 800 milliards de barils. Voilà, donc si on divise par 40 ou par 30, on est aux alentours de 20 ans. Donc c'est tout de suite, quoi. 20 ans, vous vous rendez compte? Dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole du tout, voilà. Bon. Évidemment, c'est pas du tout ce qui va se passer. On va pas du tout continuer à vivre comme on vit pour l'instant jusqu'à ce que le 17 juin 2020 et quelques, il n'y ait plus une seule goutte de pétrole. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et donc c'est maintenant que je suis obligé de vous faire un petit cours de géologie. Donc c'est la méthode dite de Huber. Huber, géologue américain, qui en 1956 a annoncé que la production de pétrole américaine allait décliner à partir de 1970. Ça paraît pas important comme ça, mais l'importance du pétrole aux États-Unis, voilà, c'était une nouvelle absolument incroyable. Donc en 1956, c'est passé dans l'indifférence générale. Ceux qui connaissaient sa thèse l'ont pris pour un fou. Et en fait, il ne s'est pas trompé de 6 mois. Il avait annoncé 70, je crois que c'était en 69, mais ça s'est joué 6 mois après. Donc depuis cette prédiction-là, bon, vous imaginez que les États-Unis, ils ont mis le paquet depuis pour augmenter leur production pétrolière. Hein. Et donc effectivement, depuis 1970, la production américaine n'a cessé de décroître. Chaque année, la production américaine est inférieure à celle de l'année d'avant. Bon. Et donc comment Huber est arrivé à cette conclusion-là? Avec un petit principe que je vais vous expliquer maintenant, qui part de la manière dont on peut imaginer l'extraction d'un champ de pétrole sur la longueur de sa vie. Ça, c'est mes barils de pétrole. Bon, au début, j'ai aucun baril, j'ai aucun puits sur ma nappe, donc forcément, j'ai aucune production. Ensuite, mes puits, je vais les construire au fur et à mesure. Donc le temps que je construise tous mes puits, la production va augmenter régulièrement. Hein, tout le monde est d'accord? Donc ça va monter comme ça. À un moment donné, j'aurai construit tous mes puits. Je ne vais pas en construire d'autres, c'est pas la peine non plus d'en mettre des milliers. Donc la production va stagner. C'est-à-dire que tous mes puits fonctionnent à bloc. Et donc pendant un temps, la production va être à son maximum. Et puis, le pétrole, donc la nappe de pétrole descendant, le pétrole ayant moins de pression, etc., certains puits ne vont plus donner de pétrole, donc la production va décroître. Donc voilà le schéma de production d'une nappe pétrolière. Et King Huber, King c'est son prénom, a dit voilà, la production d'un pays, c'est la somme de la production des différents champs. Donc si ça c'est un champ de pétrole, un champ pétrolifère, et que, imaginons, pour faire très simple, que les États-Unis ont 10 champs dans leur pays, il suffit de dessiner les 10 champs. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Et donc il suffit de faire une courbe qui symbolise la somme de tous ces champs. Donc tous les champs pétroliers ont commencé à être extraits à peu près en même temps. Donc c'est pour ça que tous les départs sont assez rapprochés, finalement même beaucoup plus que ce que j'ai dessiné là. Donc au début, il y aura peu de pétrole, et puis au fur et à mesure, tous les champs vont produire. Donc ça va monter beaucoup plus vite qu'un seul champ, vous comprenez. Donc ça va commencer là. Et en fait, ça va monter extrêmement haut comme ça, parce que là, je suis là, puis je suis là, puis je suis là, après j'ai tous les champs qui produisent. Et puis de l'autre côté, ça va redescendre à peu près aussi vite, vous comprenez. Voilà, cette courbe-là s'appelle le pic de Huber, ce qui signifie
c'est que la production de pétrole va atteindre un maximum et ensuite va redescendre assez rapidement. En fait, on ne pourra pas maintenir un niveau de production comme ça. Et ce pic mondial de pétrole, Hubert l'a annoncé dans l'année 2000. Il disait en 56, hein, en 2000, vous serez là. Il s'est trompé de 8 ans. Parce qu'actuellement, le maximum de pétrole, ce point-là, c'est février 2008. Si on prend la production mensuelle de pétrole, hein, des chiffres qui existent, on n'a jamais battu le record de février 2008. Jamais. Donc on va entrer, on est peut-être déjà entré dans une période post-pétrolière qui signifie de remettre en cause l'ensemble de notre mode de vie. Vous voyez bien que ça va être assez violent dans l'ensemble. Peut-être pas pour tout le monde, parmi vous ici, peut-être pas de manière égale pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais c'est quand même un changement assez radical de société qui nous attend. Je vais vous faire la vraie courbe. Donc pourquoi il s'est trompé de 8 ans? Parce que King Hubert ne pouvait pas prévoir deux choses, que sont le pic pétrolier de 1973 et le pic pétrolier de 1979. Il craque. Ces pics pétroliers ont contraint les pays riches, notamment, à faire des économies d'énergie. Donc les plus anciens dans l'assistance connaissent peut-être la chasse au gaspillage. Ça s'appelait comme ça dans les années 80. Il a donné naissance à une grande campagne de pub de l'État français, dont le slogan, vous le connaissez tous, qui est « En France, on n'a pas de pétrole, on a des îles ». Ben, je vais vous montrer ce soir que c'est plutôt faux. Bah, la première partie est vraie, on n'a pas de pétrole, hein, ça c'est vrai. Si, il y en a à Orléans. Pas des masses. Il y en a à Orléans depuis pas longtemps. Du pétrole Et, enfin, depuis toujours, tout le monde en connaît l'existence, mais il y a encore un an ou deux, c'était pas rentable de l'exploiter, mais c'est rentable dorénavant. D'accord. Donc, février 2008. Donc, la vraie courbe de pétrole, enfin, la vraie courbe, en fait, bah, elle est finalement très proche de celle-là, sauf qu'il y a deux petits creux, en fait, qui correspondent aux deux pics pétroliers. Ça donne ça. Bon, donc ça, c'est 73. Ça, c'est 79. Et donc là, on serait en 2008. Ce qui signifie que la courbe de production du pétrole devrait faire ça. La courbe de la demande de pétrole, telle qu'elle est imaginée par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, c'est un bidule mondial qui remet un rapport assez épais au mois de novembre à tous les États de la planète, et c'est en fonction de ce rapport que les États définissent leur politique énergétique. Et donc l'AIE, pour l'instant, a toujours nié l'existence du pic de Hubert. Donc pour eux, il n'y a pas ce principe de cloche, ça atteint un maximum, puis ça reste comme ça, quoi, voilà. Ils n'expliquent pas vraiment non plus, hein, mais ils refusent de reconnaître l'existence du pic de Hubert. Là, depuis 2 ans, ils le reconnaissent. Ils disent pas qu'il est pour 2008, hein. Là c'est un grand débat. Hein. Certains l'annoncent en 2020, 2030, mais ils ont du mal à aller au-delà, parce que de toute façon, ils sont obligés de dire qu'on n'aura plus de pétrole du tout dans 30 ans. Donc, pour ceux qui parlent du pic, ils sont bien obligés de le mettre bien avant 30 ans. Hein. De toute façon, c'est très proche. Donc la courbe de la demande, elle fait plutôt ça. Évidemment. Même nos pays continuent à consommer de plus en plus de pétrole chaque année. Hein. Même si nous, l'augmentation est très légère, nous, on continue aussi à consommer de plus en plus de pétrole. Après, évidemment, la Chine, l'Inde, les États-Unis toujours, mais notamment voilà, les tigres, les pays émergents et la Chine ont une demande de pétrole exponentielle. Donc je vais arriver au petit cours d'histoire sur la période 2010-2040. Et ce cours d'histoire, je vais vous le faire en 3 phases. Une première phase, qui sera le tout début
du décalage entre l'offre et la demande, si vous voulez. Pour l'instant, quand il y a un demi% de décalage, ça donne des crises. Hein. Enfin, peut-être vos parents ou vous vous rappelez des ruptures d'approvisionnement des stations essence en 79, etc. Mais ça a été un choc énorme. Je parle dans le mode de vie au quotidien. Hein. Alors que la différence entre l'offre et la demande, c'était pas plus épais que la largeur du trait de mon marqueur. Hein. Donc là déjà, ça se court autrement que ce qu'on a connu en 79. Hein. Je vais mettre une deuxième phase. Une deuxième phase par ici. Et puis une troisième phase là. Il y aura en fait une quatrième phase dont je parlerai brièvement à la fin, qui sera nécessairement un monde sans pétrole. C'est-à-dire où on aura de toute manière, sur l'ensemble de la planète, appris à vivre autrement, qu'en utilisant du pétrole pour circuler, pour se chauffer, pour s'éclairer, pour s'habiller, pour voyager, pour se soigner, pour se nourrir, etc., etc. Bon. À la fin, il y aura des bonnes nouvelles et tout ça. Hein. On va voir comment on peut faire pour agir dessus, comment s'en sortir. Si je vous dis que le premier impact dans cette première phase, ce sera l'augmentation du prix de l'essence, ça ne va pas vous choquer. Alors. Bon. Il y a un an, quand je parlais à peu près de l'ensemble de ce truc-là à des gens, je n'osais pas beaucoup dépasser ce stade-là, parce que dès le deuxième stade, on prenait pour un fou, vous voyez, un prophète de l'apocalypse. Hein. J'annonçais un chômage de masse dans l'automobile. Ah mais Nous ne vivons pas, je ne crois pas, les premières heures de ce que j'explique là, parce que la crise économique actuelle n'est pas vraiment liée encore à la crise énergétique qui va arriver dans les années à venir. Il se trouve qu'elle précède la crise énergétique et peut-être masque le démarrage de cette crise énergétique. Mais bon, si je vous dis par contre qu'il est très possible qu'en un an, il y ait un chômage de masse dans l'automobile, maintenant vous allez me croire. Bon. Finalement, il y a un effet qui sera encore plus touché que celui-là, même si c'est le premier visible pour nous, ce sera le problème du kérosène. Pour deux raisons. Je vous l'explique rapidement, même si c'est un peu compliqué aussi, parce que ça permet de voir la complexité du monde dans lequel nous vivons. Le kérosène est complètement détaxé, par exemple, déjà, depuis 1945. Donc les billets d'avion sont artificiellement moins chers que l'essence qui est évidemment taxée. Le kérosène, sur un avion de ligne, donc un avion à réacteur, il y a deux types de passagers, ça vous le savez, il y a la classe affaires et donc il y a la classe éco. La moitié du chiffre d'affaires d'une compagnie aérienne, c'est sur le trafic intérieur, c'est des trajets inférieurs à 500 km. Sur ces trajets-là, la classe éco a tendance à comparer le prix de l'avion avec le prix du train. Donc, si le prix des billets d'avion augmente ne serait-ce qu'un peu, au moins sur les trajets intérieurs, vous aurez la classe éco, donc les 4/5 des passagers de l'avion, qui vont choisir le train. Donc ce trafic intérieur va se casser la gueule, et nécessairement les compagnies aériennes dans le même temps, puisque le trafic intérieur représente une trop grosse part de leur chiffre d'affaires. On peut estimer que dans les quelques années à venir, il ne restera que quelques compagnies aériennes dans le monde qui font surtout des longs trajets. Bon. Donc ça signifie quelque chose, c'est que le tourisme va être, c'est un appareil photo, va être extrêmement touché aussi. Dit autrement, si vous voulez visiter l'Amérique du Sud ou je sais pas, l'Afrique du Sud, des pays plutôt loin, allez-y cette année quoi, prenez vos billets d'avion en rentrant.
Donc ça c'est en tant que consommateur. Et puis vous connaissez certainement la première destination touristique au monde. C'est la France de très loin, qui signifie